Il y a près de 2000 ans, un poète romain du nom de Ovide écrivait « Les Métamorphoses ». Les Métamorphoses, c'est un recueil fascinant où les dieux, les héros, les humains vivent des transformations radicales. Le nom de Ovide ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez peut-être Narcisse, qui se change en fleur, ou encore l'histoire de Daphné, qui devient un laurier pour échapper à Apollon, ou encore Arachné, qui elle se transforme en araignée. Chacune de ces histoires parle de métamorphose, et c'est à la fois une histoire de perte, mais aussi de renaissance. Il y est question d'identité, des identités qui se défont pour laisser la place à de nouvelles identités, à travers ces métamorphoses qui sont voulues ou non, dans ce grand tout qui fait la destinée. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que ces écrits par Ovide il y a près de 2000 ans, ils nous parlent de quelque chose d'universel et d'intemporel. En métaphore et en poésie, ils nous parlent du fait que changer, c'est perdre quelque chose et gagner autre chose. Et entre ces deux étapes, il y a toujours un passage incertain, un espace de flottement, un espace où l'ancien n'est plus totalement là, mais où le nouveau n'est pas encore installé. Cet entre-deux, il est particulièrement inconfortable, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, et en particulier de 5 phases du changement, comme elles ont été modélisées par Virginia Satir dans les années 70. Pour ceux qui font de la PNL, c'est un nom qui est connu, et pour les autres, sachez que Virginia Satir, c'est une des pionnières de la thérapie familiale aux États-Unis, et quelqu'un qui a marqué l'histoire de la thérapie par un don d'empathie exceptionnel. Alors, avec ces 5 phases, elle nous explique pourquoi le changement, même quand on l'a choisi, aura bien souvent tendance à nous déstabiliser ou à minima à nous créer de l'inconfort. Que ce soit dans une phase de transformation professionnelle, dans une transition personnelle, on traverse pour la plupart d'entre nous ce même chemin en 5 étapes. La première phase, c'est le statu quo. Dans cette phase, tout est connu. C'est en quelque sorte notre zone de confort. On sait comment les choses fonctionnent et même si c'est pas parfait, on y a nos habitudes. C'est notre quotidien. C'est dans ce genre de phase qu'on peut se dire des phrases du genre « Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne ». Ça, c'est une phrase assez habituelle qui exprime bien ce que l'inconnu génère en nous et comment parfois un confort, mais pas très heureux, est vécu comme plus sécurisant que d'oser le changement. Si on veut utiliser une comparaison, c'est un peu comme être dans une maison qu'on connaît par cœur, et même si on est conscient que le toit fuit ou que la lumière clignote, au moins on peut se dire qu'on a l'assurance de savoir où poser les pieds la nuit. La deuxième phase, c'est la résistance. Et on va s'arrêter un peu plus longtemps là-dessus. La résistance, c'est le moment où le changement s'invite dans nos vies. Ça peut être un changement subi, comme une réorganisation en entreprise, ou un besoin interne de changer qui va se manifester. Ça peut naître de la conviction qu'on mérite mieux ou qu'on n'en peut plus. Et là, la réaction instinctive, c'est bien souvent de se crisper, de questionner le pourquoi des choses, d'envisager des alternatives ou encore des échappatoires possibles. Et à vrai dire, cet instinct de rejeter le changement, c'est un réflexe de préservation. Notre cerveau perçoit le familier comme plus sûr et l'inconnu comme potentiellement dangereux. Et il y a plusieurs mécanismes qui interviennent ici. La peur de l'inconnu, qui est liée au fonctionnement même du cerveau, la perte de contrôle, on craint de ne plus maîtriser notre environnement et ça déclenche un réflexe de protection. La disruption des habitudes, on est des créatures d'habitude. Toute rupture de notre routine, ça crée une tension émotionnelle. La menace à notre identité. Changer, c'est parfois toucher à ce que l'on est, à notre rôle, à notre image de soi. Et ça, c'est profondément dérangeant. Il faut savoir que notre cerveau est programmé pour préférer le connu parce qu'il y voit une garantie de survie. Le système limbique, qui gère nos émotions et notre instinct de survie, il réagit au changement comme à un potentiel danger, même si ce changement est positif en soi. C'est ce qu'on appelle parfois le biais de statu quo, le fait qu'on a tendance à préférer ce qui est familier parce que dans l'histoire de l'humanité, le connu égale sécurité, le nouveau égale incertitude et risque. Résultat, on s'accroche à nos routines, même si elles ne nous servent plus vraiment. On parle aussi parfois de l'effet de simple exposition, qui explique que plus une chose nous est familière, plus notre cerveau l'apprécie, même si, objectivement, rien ne la rend meilleure. En entreprise, ça se traduit souvent par une réaction du type « un nouveau logiciel, mais on vient juste de maîtriser l'ancien ». Ici, il y a plusieurs leviers de résistance qui s'activent en même temps. L'habitude et la sécurité. L'ancien logiciel, il est devenu familier et donc rassurant. On sait où cliquer, comment résoudre un bug, on a nos repères. Ensuite, la menace de perte de compétences. Avec le nouveau, on repart de zéro. On a l'impression que les efforts
qui ont été investis pour maîtriser l'ancien sont annulés, ce qui peut fragiliser le sentiment de compétence. Et encore, le peu de contrôle perçu. Le changement a été décidé par au-dessus et non par soi. C'est donc vécu comme une perte d'autonomie, ce qui active la réactance. Et la réactance, c'est quoi ? C'est quand une option ou un comportement qu'on estime libre nous est imposé ou restreint, alors on va ressentir un besoin instinctif de s'y opposer, voire de faire le contraire de ce qui est attendu. Et si on observe ce qui se passe dans la vie personnelle, par exemple, le simple fait de changer des habitudes alimentaires, ça peut être très compliqué. Pourquoi ? Parce que les habitudes alimentaires, elles sont rarement juste des habitudes, elles sont profondément liées à des schémas comportementaux qui eux-mêmes répondent à des besoins psychiques, de sécurité, de réassurance. La résistance ici, elle traduit le fait que notre cerveau associe ses habitudes à une forme de stabilité. Modifier son alimentation, ça revient alors à perturber un repère rassurant. C'est pas seulement changer ce que l'on mange, mais aussi apprivoiser une nouvelle façon de répondre à ses besoins de sécurité. En PNL, on parle de gains secondaires. Ce sont tous les bénéfices, souvent inconscients, qu'une personne retire d'un comportement ou d'une habitude, même si, en apparence, celui-ci lui pose problème. Par exemple, grignoter peut sembler négatif, mais si ça vient procurer du réconfort, remplir un vide, offrir un moment de pause ou encore rappeler un souvenir, alors c'est un comportement qui revêt une signification particulière au-delà de manger. C'est pourquoi, pour qu'un changement soit durable et écologique, c'est-à-dire respectueux de l'équilibre global de la personne, c'est essentiel de reconnaître et de préserver ses gains secondaires. Le travail ne consiste donc pas seulement à enlever l'ancienne habitude, mais aussi à trouver de nouvelles façons de satisfaire ses mêmes besoins, mais de manière qui sera plus satisfaisante. Un autre modèle qui nous montre que le changement ce n'est pas du tout anodin et que de petits changements peuvent avoir de grandes résonances, c'est la pyramide du changement, qu'on appelle aussi des nouveaux logiques de Dietz en PNL. Cette pyramide, elle distingue plusieurs niveaux. L'environnement, c'est où, quand et avec qui les choses se passent. Les comportements, c'est ce que je fais concrètement. Les capacités, c'est comment je m'y prends, mes stratégies, mes compétences. Ensuite, les croyances et valeurs, c'est ce en quoi je crois, ce qui est important pour moi. Et puis l'identité, la manière dont je me définis, le qui je suis, la mission, le sens. Là, c'est la contribution plus large, ce pourquoi je fais des choses. Et la PNL nous dit qu'un changement à un niveau peut influencer les autres. C'est-à-dire que vouloir simplement changer une habitude alimentaire, par exemple, donc un comportement, ça peut réveiller des enjeux liés aux croyances, je mérite de me faire plaisir, à l'identité, sentir que je suis une personne conviviale, ou même au sens, pour moi partager un repas c'est sacré. C'est pour ça que derrière les résistances, il y a souvent des sujets à creuser. Donc on l'a vu, résister au changement, c'est une réaction instinctive. La résistance, elle a aussi le mérite de nous protéger d'un bouleversement qui serait trop brutal. Elle nous donne le temps d'intégrer tout ce qui arrive. C'est une étape nécessaire au processus et c'est en traversant ce moment-là de tension qu'on reconnaît nos peurs et nos attachements et qu'on va ouvrir la porte peu à peu à des prises de conscience et commencer à mettre en marche les mécanismes d'adaptation. La troisième phase, c'est le chaos. Là, plus rien n'est comme avant. Ça y est, le changement s'est imposé dans nos vies ou alors on s'y est aventuré. Et là, c'est un moment de bascule, un moment où les repères habituels vacillent. C'est un moment où on peut se sentir à la fois perdu, en colère, parfois épuisé. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où l'ancien n'a plus de sens, mais où le nouveau n'est pas encore né. Pour trouver une comparaison, c'est un peu comme entrer dans une pièce obscure qu'on connaissait et tout à coup on réalise que les meubles ont changé de place. Alors on se cogne partout et ça nous rappelle que l'ancien ordre des choses n'existe plus. Et pour donner un exemple de comment ça peut se répercuter dans le travail, on peut traverser une réorganisation, un rachat ou voir l'arrivée d'un nouveau management et du jour au lendemain, ce sont les habitudes de plusieurs années qui volent en éclats. On ne sait parfois plus qui décide, quelles sont les règles, même quelle est notre place dans toute cette organisation. Et ça, c'est très déstabilisant. Un autre exemple pris dans la vie personnelle, cette fois-ci, ça peut être un déménagement, une séparation, après lesquelles tout ce qui structurait nos journées, nos relations, notre identité disparaît. Et là, il faut trouver de nouveaux repères, de nouvelles façons de fonctionner, parfois de nouvelles façons d'être en relation avec les autres. Le chaos, c'est une zone de vulnérabilité. Notre cerveau étant privé de repères, il cherche à rétablir un équilibre. Et dans cette phase, on a bien souvent le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Ou à tort, on peut croire qu'on a échoué. Et là, on peut avoir envie de revenir en arrière. Particulièrement quand c'est un changement qu'on a choisi, cette phase, elle va être très propice à l'abandon.
Mais en réalité, tout en se respectant, en étant écologique avec soi-même, cette étape, c'est la dernière avant d'ancrer de nouvelles habitudes et de commencer à s'en faire une nouvelle référence. C'est un peu la phase de deuil de la vie d'avant. La 4e phase, c'est la phase de prise de conscience et l'adaptation. C'est une phase d'apprentissage, de développement. Une phase où on réalise que ce changement n'est pas seulement une perte, mais qui contient aussi une possibilité. Concrètement, ça peut ressembler à ce moment au travail où, après avoir résisté des semaines à un nouveau logiciel, on se surprend à se dire « Ah, mais en fait, ça me fait gagner du temps ». Ou dans la vie personnelle, après une rupture qu'on pensait insurmontable, on se ressent sur soi, on apprend à être seul, à se redéfinir, à mettre des nouvelles priorités. Et ce qui apparaissait comme un vide se transforme comme une prise de conscience que le vide, c'est aussi la possibilité de laisser entrer des nouvelles choses. Mais cette étape, c'est aussi une période de fragilité. Le cerveau commence à former de nouvelles connexions, de nouveaux repères, mais ils ne sont pas encore solides. On avance par essai-erreur. On tâtonne, on se trompe, on recommence. Et on peut dire que chaque tentative, ça devient une petite victoire. C'est là que la confiance commence à revenir. On sent peu à peu que l'avenir peut prendre une nouvelle forme, même si c'est pas encore parfaitement clair. C'est une étape précieuse, une étape de redéfinition et de prise de conscience de nouvelles façons de voir. La phase 5, c'est celle du nouveau statu quo. Voilà, enfin, un nouvel équilibre s'installe. Les choses ne sont plus comme avant, c'est différent parce qu'on a changé. Et d'ailleurs, si on regarde l'étymologie du mot changement, on découvre qu'il vient de cambiare qui veut dire échanger. Changer, c'est aussi remplacer une chose par une autre, laisser derrière soi, accueillir, explorer, en somme, investir une nouvelle façon de vivre en remplaçant un habit par un autre. Alors oui, tout ça, ça demande du courage, de la patience, de la confiance, parce que ça implique de quitter ce qui rassurait et de mettre en place de nouvelles façons de fonctionner qui, comme on l'a vu, peuvent avoir des résonances profondes sur l'identité, sur les croyances, sur les valeurs. Et pour conclure, je voudrais partager une clé intéressante que donnait aussi Virginia Satir, c'est que c'est pas seulement le fait de comprendre ces phases et de les traverser qui fait la réussite du changement, mais c'est aussi le contexte de confiance et de bienveillance dans lesquels le changement se produit. Parce qu'on ne change pas ni sous la contrainte, ni sous la peur. On peut changer quand on se sent reconnu et dès lors qu'on sent que nos peurs ont le droit d'exister. Alors, je vous invite à ne surtout pas économiser vos super pouvoirs d'empathie envers vous-même et envers les autres. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!